Bonjour Mohamed. Bonjour Baudry. Bon, comment ça va? Ça va et toi en forme, nickel? Bah ouais, ça va super. Impeccable. On va parler de ton activité. Avec plaisir. Dans l'idéal, ce serait que tu puisses te présenter ton parcours et qu'ensuite on puisse parler d'Hunteria et de ce que tu peux apporter en solution pour des entreprises. Avec plaisir. Donc Baudry, nous on se connaît, on a été formateurs ensemble à l'école de commerce, c'est là où on s'est rencontrés. Moi je m'appelle Mohamed, j'ai 33 ans maintenant. D'accord. Et pendant 10 ans, j'étais ingénieur commercial. Donc ingénieur commercial vraiment de formation. Et j'ai ensuite été entrepreneur. J'avais un petit restaurant sur Le Havre pendant 3 ans. Ok. Juste avant du coup qu'on se rencontre à l'école de commerce. Et là, depuis très peu de temps, j'avais toujours cette envie justement d'être enseignant. Depuis l'année dernière, on est ensemble à l'E2SE d'ailleurs. Ouais. Et je suis aussi en parallèle prof dans un lycée, à Claude Monet. Et du coup, D'accord. je suis prof d'économie-gestion dans ce lycée-là. Ok, ça marche. Bon, la formation, ça te plaît? Honnêtement, oui. Je le savais que j'avais cette capacité, du moins, même dans mes précédentes expériences professionnelles, à transmettre. Et donc, ça a vraiment validé du coup ce point-là. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être formateur au final, de former les gens. C'est vrai. Donc, c'est la réflexion qu'on avait eue ensemble d'ailleurs à l'époque. Et honnêtement, ça me plaît. Et bon, par rapport à l'activité d'Hunteria, du coup, je ne sais pas trop encore si je vais pouvoir continuer cette activité. Mais en tout cas, voilà, cette année, ça m'a apporté énormément de choses. Ok, bah parlons d'Hunteria. Avec plaisir. Pourquoi le nom Hunteria? Alors, Hunteria, du coup, on a longuement discuté avec Sofiane et c'était pas facile de trouver un nom. On a peut-être passé une bonne semaine à essayer de trouver quelque chose justement qui pourrait correspondre à ce qu'on vend. Et Hunteria, donc il y a Hunter, du coup le chasseur, le mot Hunter en anglais. Ah, d'accord. Et Ok. voilà, c'est ça vient de là. Ok. Et on voulait pas que ce soit non plus qu'on ait une étiquette IA sur l'outil, mais au final il y a quand même le Hunteria, mais tu vois que c'est assez discret. Est-ce que tu peux nous parler justement de Hunteria, de sa naissance, depuis quand ça existe, et quelles solutions en fait concrètement vous apportez pour les entreprises? Avec plaisir. Donc du coup, moi je suis cofondateur d'Hunteria avec Sofiane Deras qui va se présenter juste après. Et l'idée c'est que, donc comme je te le disais, moi j'avais un restaurant pendant 3 ans et je voulais vraiment voir autre chose. Et j'ai toujours eu l'ambition de créer un logiciel. D'accord. Et donc avec Sofiane on se connaît depuis de nombreuses années et je sais que lui a cette capacité justement à déployer techniquement un projet de cette envergure-là. Moi au final dans mon quotidien d'ingénieur commercial, j'ai vu que le métier, c'est pas un métier qui est très simple, on va pas se mentir. C'est un métier où on repart à zéro au final tous les mois, donc une grosse pression quand même en tant qu'ingénieur commercial. Ok. Et on n'avait pas forcément les outils, même en ayant travaillé dans des grosses structures. J'ai travaillé chez CGDIM Santé, c'est un éditeur de logiciels pour les professionnels de santé. C'est quand même une grosse structure. J'ai remarqué au final qu'on n'avait pas forcément tous les outils nécessaires pour mener à bien notre mission, à savoir d'acquérir plus de clients. Aujourd'hui, avec l'IA, en tout cas grâce à l'IA, on est capable du coup d'aller un peu plus loin et d'accompagner du coup les commerciaux sur notamment l'aide à la prospection. Donc l'idée, elle vient de là. Et l'idée, tout simplement, c'est d'accompagner les commerciaux à gagner un peu plus de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée. D'accord. Et que eux puissent se concentrer au final sur leur métier, à savoir vendre, tout simplement. D'accord, ok, très bien. Donc si je comprends bien, c'est un outil d'aide à la prospection en fait pour les commerciaux. Exactement, ouais. D'accord. Et quels sont les secteurs d'activité qui recouvrent Hunteria? Alors justement, nous on est spécialisé uniquement sur le B2B. Pourquoi? Parce que en toute transparence, on aurait pu le faire en B2C, mais en termes d'RGPD, on ne peut pas. Donc du coup, on se concentre uniquement sur le B2B. Donc les entreprises avec lesquelles on travaille, vendre à d'autres entreprises, tout simplement. Ok. Et on s'est focalisé sur certaines verticales métiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne souhaite pas être un outil généraliste et on souhaite vraiment se spécialiser sur des verticales précises pour pouvoir justement acquérir la donnée nécessaire. On l'expliquera tout à l'heure, mais on fonctionne avec des signaux d'intention. C'est-à-dire, je vais donner un exemple précis, ça va être plus être parlant. On travaille en ce moment avec des courtiers en énergie. Donc eux, ils vendent des contrats d'énergie à leurs clients et nous, on les aide à identifier la consommation énergétique des bâtiments. Et grâce à cette data-là, ils vont pouvoir prospecter plus efficacement. Alors quand ils vont aller voir un prospect, ils vont lui dire écoute, tu consommes pour 30 000 euros d'énergie par an. Nous, on est capable de te faire économiser 10 ou 15 000 euros par an sur ta facture.
Donc là, ils arrivent avec une vraie donnée, une vraie data. Et c'est comme ça qu'on accompagne nos clients, du coup. Après, bon, l'avantage, c'est que je vais pouvoir échanger avec mon associé Sofiane C'est ça. pour l'aspect technique, Exactement. comment ça fonctionne exactement. Mais d'un point de vue prospection, au niveau de la data, au niveau des informations, où est-ce qu'en fait tu vas chercher les informations, les sources? Ouais. Alors, on a acheté plusieurs bases de données pour d'accord. pouvoir le faire. Ok. Et bon, Sofiane sera plus à même de parler de ce sujet que moi. Mais on utilise aussi beaucoup de fournisseurs en clé API qui nous permettent justement d'avoir cette data. Et cette data, elle est fraîche, elle est récente. Et c'est ce qui nous permet derrière, ensuite, d'identifier les bons décideurs. Qui sont les décideurs de ces entreprises-là? Ok. Donc le directeur général, le président, le directeur commercial, par exemple, de ces structures-là. Ensuite, on arrive à capter son profil LinkedIn, son numéro de téléphone pro, bien sûr, son adresse mail, et déclencher des séquences de prospection, du coup. Et ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait absolument éviter, c'est tous les messages qu'on reçoit sur LinkedIn au final et qui nous prennent la tête en mode oui, je vends ça. Voilà, c'est des messages froids que personne ne lit. Exactement. Nous, on voulait l'éviter au maximum. Donc, ce qu'on fait avec notre outil, au final, c'est qu'on va simuler un comportement humain. Comment on fait ça? Tout simplement, on va liker des posts, commenter des posts grâce à l'IA, et ensuite avoir une approche avec une question ouverte qui permet à notre prospect directement de répondre. Et là, ensuite, le commercial reprend la main et il fait son métier, comme on l'a dit, donc à savoir vendre, envoyer un devis, négocier, etc. Ça, malheureusement, l'IA n'est pas encore capable de le faire. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails en fait, sur le fonctionnement d'Unteria par rapport notamment aux solutions que tu apportes en fait, aux entreprises en B2B? Ok. Alors nous, on est là pour accompagner les entreprises à acquérir plus de clients. C'est ça notre mission. Comment on fait? Alors, il y a 3 étapes de fonctionnement d'Unteria. La première, c'est l'identification d'intention. Donc du coup, on essaye de capter les intentions des futurs acheteurs de nos clients. Comment on fait ça? Donc j'ai donné l'exemple des courtiers en énergie. Je peux vous donner un autre exemple pour comprendre. On travaille avec des entreprises qui font du nettoyage de toitures et de vitres avec des drones. Ah d'accord, très bien. Donc ça, c'est une nouvelle activité en ce moment qui est en vogue et qui fonctionne super bien. Ce qu'on fait pour ce client-là, on arrive à capter du coup les toitures qui sont sales sur une région. Ah, c'est génial. Et même les vitres qui sont sales grâce à l'IA notamment. Et derrière, toujours, on balance des séquences de prospection. On identifie les décideurs des entreprises. Et derrière, on va lancer des séquences de prospection en multicanal. WhatsApp, LinkedIn, Gmail, profil Instagram. On arrive vraiment à capter tous les contacts d'une entreprise. Et encore une fois, on simule un comportement humain pour qu'on ait le maximum de taux de retour derrière et que notre client puisse acquérir plus de clients, tout simplement. C'est impressionnant. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer en fait, au démarrage? Alors, on en a eu plusieurs, comme tu t'en doutes, Baudry. C'était pas si simple que ça. On a commencé le projet, on l'a commencé en octobre 2025, du coup. Et on pensait être prêt pour avril. Avril, on a même signé nos premiers clients pour les onboarder, du coup. Et on s'est rendu compte au final que l'outil avait quand même des bugs qu'on n'avait pas vus. Et on est passé sur une phase de débugage qui a duré quasiment 3 mois. Et à temps plein, vraiment, Sofiane, t'as fait vraiment jour et nuit sur ce projet-là. Parce qu'on on avait des bugs qu'on n'avait pas vus, des corrections à faire. Et au final, l'outil était vraiment fonctionnel à partir de début juin de l'année 2026. Et là, on a commencé à onboarder nos premiers clients. Super. Dans un premier temps, on a fait... alors ça aussi, c'était peut-être une erreur de notre part. Après, ça nous a quand même servi. Mais on a pris pas mal de clients, enfin c'était des connaissances à nous deux, gratuitement, juste pour leur faire tester l'outil et pour avoir des retours. Au final, nous, on a quand même pas mal de coûts sur l'outil, notamment les clés API, etc. D'accord. Ça, Sofiane nous en parlera, ça, des clés API, des fonctionnements et des coûts. Complètement. Techniquement, il sera plus à même que moi de discuter de ce sujet-là. D'accord. Mais voilà, donc les 2 principales difficultés qu'on a eues, c'était le temps de développement de l'outil, sachant que c'était quand même assez rapide pour un outil de cette envergure-là. Sachant qu'avant l'IA, on pouvait mettre 2 à 3 ans avec une équipe de 10 ingénieurs pour faire ce projet. Et aujourd'hui, voilà, on était sur 6 à 8 mois pour développer l'outil. C'est quand même beaucoup, 6 à 8 mois dans l'IA, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail. Oui, complètement. Et donc voilà, la principale difficulté, c'était ça. Et le fait au début de se dire, on est obligé de prendre des bêta-testeurs au final et de tester l'application. On en a pris une dizaine quand même. Donc on a eu pas mal de retours.
Et là, comme je te disais, à partir de juin, on a pu onboarder nos vrais premiers clients. Et là, c'est vraiment une satisfaction quand même quand on arrive à cette étape-là. Les clients que vous avez réussi à onboarder, ils sont sur quel secteur d'activité? Alors, on a des courtiers en énergie, on a des personnes qui sont dans le nettoyage de drones, et on a aussi des coworking. Alors, coworking, comment on les accompagne aussi? Pareil, on part toujours de l'identification d'intention. Pour eux, on identifie les sociétés qui ont été créées dans leur périmètre sur une période donnée. Donc, par exemple, on va capter les entreprises qui ont été créées depuis janvier 2026. Si ils ont été créés récemment, c'est forcément qu'ils ont peut-être un besoin de coworking. Donc, du coup, grâce à cette data-là, on arrive toujours à enrichir les coordonnées et déclencher les séquences de prospection multicanal. Et eux, ils ont plus de clients, du coup, par rapport à ça. On va faire un point aussi sur... Enfin, un point. On va parler d'association. Comment vous est venue l'idée de vous associer? Alors, du coup, avec Sofiane, on a longuement échangé au début du projet. Alors, on savait pertinemment qu'on voulait faire un outil, un logiciel SaaS, dans le domaine du sales. On ne savait pas vraiment si on partait sur... alors, il y a plein de sujets dans ce domaine-là. Il y a l'identification d'intention, le secteur dans lequel on est. On a également tout ce qui est automatisation de saisie CRM. Ça arrive aussi, on l'entend souvent du coup pour les équipes commerciales. On a les retranscriptions d'appels, les sociétés comme Aircall, Ringover, je ne sais pas si ça te parle. Oui, je connais. Oui, mais voilà, toutes ces sociétés-là. Et du coup, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit, écoute, en tout cas, en fonction de nos compétences, il serait mieux de faire cet outil-là, donc Hunteria. Et donc moi, j'avais cette connaissance de la partie ingénierie commerciale, comment on approche des entreprises, comment on les identifie, comment on enrichit les contacts, etc. Et Sofiane avait la capacité technique de monter tout ça. Et au final, moi, des fois, j'avais des besoins spécifiques, genre j'aimerais bien qu'on puisse faire ça, et Sofiane venait en me disant mais non mais là Mohamed techniquement c'est pas faisable, qu'est-ce que tu racontes? Et l'inverse aussi, donc du coup Sofiane me disait techniquement on peut faire ça, et moi je lui disais mais non mais là commercialement ça sert pas à grand chose. Donc au final il y a vraiment cette complémentarité là et on prend vraiment toutes les décisions à deux. Dès qu'on a une idée ou quelque chose qu'on souhaite faire, il y a d'abord est-ce que commercialement ça sert à quelque chose, et derrière est-ce que techniquement c'est faisable. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à travailler ensemble. Et il y a vraiment cette complémentarité-là. Bon, c'est vraiment génial, c'est vraiment super. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tarification? Bien sûr. Alors du coup, on a, pareil, sur ça, on a beaucoup réfléchi aussi comment on va pouvoir proposer notre solution. On avait plusieurs options et on a choisi du coup l'abonnement mensuel au final. D'accord, ok. Donc c'est un abonnement mensuel, on a 3 formules. Une formule qui démarre à 100 € par mois, qui est quand même assez raisonnable par rapport à la concurrence notamment. C'est plus que raisonnable. Une autre formule à 200 € par mois qui permet d'avoir un peu plus de crédit, donc un peu plus de leads mensuellement, et un peu plus de comptes connectés aussi. Et je vais revenir d'ailleurs sur les comptes connectés, c'est très important. Et on a une formule aussi Enterprise à 400 € par mois qui permet d'avoir plusieurs utilisateurs. Alors je reviens sur le nombre de comptes. Lorsqu'on accompagne un client et qu'il a la solution Hunteria, au final c'est ses propres comptes qui sont connectés à l'outil. Donc tous les mails, les messages sur LinkedIn, les messages sur Instagram ou les messages sur WhatsApp partent de ses propres canaux. Et donc c'est pour ça que le taux de retour aussi est plus important qu'une simple campagne emailing où on envoie un mail depuis Brevo ou Mailchimp, peu importe, où le taux de retour ne va pas être aussi important que grâce à notre outil. Au final. C'est super, on va en parler avec Sofiane d'ailleurs de cette partie technique. Carrément. Ça c'est vraiment super. Ok, d'ailleurs le lien en fait, du site internet Hunteria sera dans la vidéo. Avec plaisir, ouais. De manière en fait, à ce que les personnes qui sont intéressées puissent cliquer, regarder et pourquoi pas prendre contact avec vous. Complètement. Alors ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que pour certaines entreprises, on ne peut pas capter l'identification d'intention. Et ça, on le dit, on est transparent avec nos clients. On préfère refuser un client plutôt que d'en prendre et qu'on ait du churn sur l'outil. Oui. Donc on préfère le dire dès le début. Si on est capable de l'accompagner, on le fait et on le fera bien. Mais si on n'arrive pas à capter les intentions des acheteurs, on préfère refuser. Et ça nous est déjà arrivé. Ok. Bon, bonjour Sofiane. Bonjour Baudry. Écoute, ravi de faire ta connaissance. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, pas de souci. Voilà. Alors, Sofiane Beraz, j'habite au Havre. Ok. Et je suis ingénieur IA depuis un peu plus de 6 ans. D'accord. Donc j'ai travaillé dans une boîte de consulting
intelligence artificielle. Donc on a eu des missions de plusieurs secteurs. Donc ça va du tourisme à l'automobile, jusqu'à même le domaine de l'éducation, l'EdTech, donc l'éducation. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ça marche. Et récemment, je me suis associé avec Mohamed Ben Malfi justement pour monter un logiciel. Ok, donc là, si je comprends bien, tu es associé avec Mohamed sur Enteria. Ok, et mais quelles étaient tes missions quand tu étais consultant en fait en IA? Alors, je peux donner des types de missions. Alors, par exemple, un client avec lequel on a beaucoup travaillé, l'Office de tourisme de Paris. Ok. Donc, j'ai monté des modèles de machine learning pour la prévision des stocks de leur billetterie, qui vendent des formules pour visiter la Tour Eiffel, les croisières en bateau, etc., même Disneyland. Et donc, il fallait une gestion en fait de la ticketterie. Et également, on a aussi également monté des modèles de prédiction des flux touristiques, pour savoir quels touristes viennent de quel pays. D'accord. Et voilà, et plein d'autres outils aussi également, de benchmark commercial, d'automatisation de tâches. Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup avec les entreprises, surtout à l'ère de l'IA, où il faut... en fait, il y a tellement de valeur à automatiser les tâches, surtout à notre époque avec l'IA, où elle peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton parcours scolaire par rapport à... Mon parcours scolaire, alors j'ai une licence en maths info à l'Université du Havre. Ok. Et ensuite, j'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur en alternance. Ah d'accord, ok, Voilà. Ça marche. Ouais. Et ton alternance, tu l'avais faite où? Alors, je l'ai faite avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Vincent Boisbourdin, qui D'accord. m'a pris avec lui dans son agence de consulting, et donc j'ai continué à travailler avec lui par la suite après l'alternance. Ok, ça marche. Ouais. Et donc là, si je comprends bien, maintenant, tu es associé avec Mohamed sur Enteria. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie en fait de t'associer avec Mohamed? Alors, c'est parce que j'ai toujours voulu rêver de faire un outil. En fait, c'est que j'ai toujours rêvé de liberté. Et pour atteindre cet objectif de liberté, il fallait que j'allie mes compétences avec un objectif. Donc l'objectif, c'était d'avoir un outil. Mes compétences, c'était mes compétences informatiques. Mais malgré tout, il fallait la partie commerciale, marketing. Parce que souvent, on développe un outil, mais après, pour le vendre, c'est plus compliqué si on n'a pas les compétences pour. Donc c'est là qu'est venue l'idée de m'associer avec Mohamed Ben Malfi, qui est ingénieur commercial. Et ça fait un très bon duo. La partie technique et la partie commerciale. D'accord. Il s'est passé combien de temps en fait entre l'idée en fait de vous associer, l'association, la création d'entreprise? Il a dû se passer à peu près 1 mois. Ouais, d'accord. En fait, l'avantage, c'est qu'on se connaissait déjà très bien depuis des années. Ah, super. Donc, on a discuté assez rapidement. On a assez bien discuté pendant à peu près 1 mois, à peu près. D'accord. Histoire de réfléchir, de trouver le produit exactement. Ça a été compliqué. Parce qu'on avait plusieurs idées, on savait pas où aller, il fallait faire une étude de marché, etc. Mais au fur et à mesure, on a réussi à trouver la voie et on a fait Enteria. Ok, super, ok. Et donc là, on va parler un peu plus d'aspects techniques d'Enteria. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, tu connectes en fait plusieurs API. C'est ça. De manière en fait à pouvoir automatiser des intentions en fait, des intentions d'achat, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer en détail comment ça fonctionne? Ah oui, pas de problème. Alors je peux reprendre un exemple en plus que Mohamed a donné tout à l'heure. On a travaillé avec un client qui fait des rénovations d'intérieur. D'accord. Donc typiquement, le signal qu'on va détecter, c'est les commentaires sur Google Business. En fait, c'est tout simplement les Google Avis en fait. Donc on va utiliser l'API de Google Avis, on va récupérer les commentaires, et avec une API d'IA, dont Mistral, on va faire une analyse des commentaires. Donc si dans les commentaires des établissements, on voit qu'il y a des commentaires sur une rénovation, enfin sur l'ambiance d'intérieur, ou par exemple il y a quelqu'un qui dit la décoration elle est moche, ça fait un peu vieillot, comme ça. Donc en fait on a une intelligence artificielle qui classifie les sujets des commentaires, et c'est comme ça qu'on arrive à identifier si c'est un client pertinent ou non.
D'accord. Et du coup, je voulais rebondir sur le fait que tu utilisais Mistral. Oui. Pourquoi en fait le choix de choisir Mistral plutôt qu'une autre IA? Alors, on voulait rester RGPD le plus possible. Ok. C'est aussi une question de coût. Donc, ce qui est bien, c'est que Mistral a un coût moindre par rapport aux autres et il reste très performant par rapport à son coût. D'accord. Donc, c'était une très belle solution. En plus, c'est français, donc c'est parfait. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Et c'est quoi ton avis justement sur les autres intelligences artificielles telles que Claude et ChatGPT? Alors, mon avis sur les autres IA, en fait, je trouve que chaque IA a sa particularité, selon ce qu'on veut faire. Pour le code, personnellement, je préfère utiliser Claude Code, D'accord. mais ChatGPT aussi est très bon pour le code, avec Codex. Sauf qu'il a tendance à halluciner un peu plus. Alors, Ah oui, ok. oui. Alors souvent, je fais toutes les 4 semaines, 6 semaines, je me fais un benchmark personnel. Donc, je prends plusieurs IA et je leur donne des projets à faire et je les compare. Donc, je vois comment réagissent chacun d'entre eux. Très souvent, Claude... Après, la particularité de Claude, c'est qu'il consomme beaucoup. Il est beaucoup plus cher que les autres. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le coût par token. D'accord. Voilà. Un qui est très token efficient, je sais pas comment dire en français, enfin, qui produit beaucoup pour peu de tokens. Oui, qui a un bon rapport qualité. Voilà, un bon rapport. Qualité-consommation. Voilà, c'est le modèle de Grok. Ah d'accord, ok. Voilà. Grok, ils ont sorti un modèle récemment, je sais plus lequel, le 4.5 je crois. Et il est très rapide et il équivaut à un Opus. Opus 5. Non, pas Opus 5 quand même. Opus 4.8. Ouais, voilà. Les versions un peu antérieures. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. D'accord, ok. Ouais. Ça marche. Et aussi, petite. Pour la rédaction de texte, personnellement, je préfère Gemini. Je trouve qu'il rédige bien les textes. Donc voilà, en fait, ça dépend de la tâche qu'on veut faire. Ça dépend du budget. Si on veut monter des projets lourds, je pense qu'on ira plutôt vers du Claude. Ou ChatGPT aussi, qui est très bien. Ouais. Et si on veut plutôt automatiser des rédactions de texte, etc., Gemini, même ChatGPT aussi est très bien pour la rédaction de texte. Ou voire Mistral aussi. Ouais, Mistral aussi. Ouais. C'est vrai que j'avais testé Mistral, comme c'est français en plus. Oui, c'est ça. En termes de rhétorique, c'est intéressant. En fait, Claude, c'est de la puissance brute, en fait. Ouais. Il bouffe du token à mort et voilà. Ok. Quels sont en fait les modèles en fait que tu utilises en solution avec Hunter pour les entreprises à part Mistral? Est-ce qu'il y a d'autres modèles que tu utilises ou tu utilises que Mistral? Alors, il y a une particularité avec Hunter, c'est qu'on peut le connecter à son propre modèle. Ah d'accord, ok. Donc en fait, tous les LLM en fait peuvent se connecter à Hunter. Donc en fait, on a ce qu'on appelle des MCP. Donc c'est des connecteurs d'outils à l'intelligence artificielle. Donc c'est disponible sur ChatGPT, sur Claude, même sur Perplexity, sur Mistral. Donc en fait, on clique sur le bouton connecter, on colle le lien Hunter, et ensuite on peut parler à son IA et elle interagit avec Hunter. C'est impressionnant. Oui. Et comment ça se passe au niveau de la RGPD? Comment tu as fait en sorte que ce soit respecté? Alors ça justement, cette partie-là, elle est sous-traitée à l'utilisateur s'il veut connecter Hunter à son outil. Donc en fait, si on a une IA qui est, je sais pas, par exemple Mistral, ça peut le faire. Du moment que l'utilisateur a une IA de type ChatGPT ou Claude, effectivement, ça sort du RGPD. Mais là, c'est au choix de l'utilisateur. Parce que ça va être ces données qui vont transiter en dehors de l'Europe. D'accord. Donc ça va être ses leads, ses messages, etc. Donc il y a un message d'avertissement si l'utilisateur veut connecter son MCP à son IA. Donc voilà. Ok, ça marche, super. Mais sinon, nous, en interne, on utilise Mistral. Mistral principalement? Oui. Ok, ça marche. C'est quoi ton avis sur les IA chinoises? Alors les IA chinoises sont très impressionnantes. Ils sont arrivés sur le marché, personne s'y attendait. Ouais. Ils ont sorti des modèles open source qui sont incroyables. Je pense par exemple à Kimi K3, qui sur les benchmarks, ils équivaut à un Claude Opus. Ouais, moi j'avais connu Kimi K2. Oui. Et sur Kimi K2, j'avais écrit en fait mes supports de cours. L'avantage des modèles chinois, c'est qu'ils sont pas chers, pour une performance très élevée. Quasiment gratuit. Mais oui. Et t'en penses quoi de DeepSeek d'ailleurs? DeepSeek DeepSeek, je l'ai essayé, c'était DeepSeek R1, je crois, le modèle. Oui, d'accord. Ça fait un moment que j'ai essayé, c'était pas mal à l'époque, c'était vraiment bien.
Mais l'accent, là où je voudrais mettre l'accent, c'est sur les modèles open source. Ok. Donc maintenant, on peut importer des modèles dans son ordinateur directement. Donc, à condition d'avoir un PC suffisamment puissant. Mais je pense par exemple à Qwen, qui est très performant pour le code. Oui. J'ai eu l'occasion de le tester, c'est assez marrant. Ouais, j'avais créé un site web avec Qwen. Ouais, bah voilà. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. Mm. C'est impressionnant. Puis il y a même un petit modèle qui a sorti. Il y a même un petit modèle qui a sorti Google, Gemma, il me semble. Gemma 4 ou Gemma 5. Ok. Qui est aussi très accessible. Tout le monde peut utiliser. Donc c'est un LLM qu'on met. Donc un LLM, hein, c'est un chatbot, hein, c'est une IA. D'accord, que tu intègres, tu installes dans ton ordinateur directement. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est-à-dire que les données restent en local. C'est ça, tout reste en C'est local. complètement fou. Et ça, c'est un avantage aussi pour les entreprises qui veulent conserver la souveraineté sur les données. Donc on peut installer des systèmes en local. Putain, c'est complètement dingue. Ah ouais. Surtout dans le domaine médical. Parce que dans le domaine médical, c'est très restrictif. Et on peut installer des systèmes où les données ne sortent pas de... Mais si je comprends bien, ça veut dire qu'avec vos compétences, Oui. Hunter.ia peut travailler avec n'importe quelle entreprise, il n'y a pas de limite. C'est ça. En fait, il faut travailler en amont les signaux d'intention. Ouais. En fait, on a des API, on a des bases de données, et c'est peut-être pas accessible à tous les clients. C'est pour ça que Mohamed avait relevé tout à l'heure que si on sait que ça ne va pas être pertinent pour un client, on va pas l'encourager à prendre Hunter.ia. Mais oui, effectivement, théoriquement, ça pourrait coller à toutes les entreprises à condition qu'on implémente, nous, les données qu'il faut. Ouais, je comprends. Ok, ça marche. Bon, là, on va parler d'un sujet qui est important au niveau des entreprises. On va parler de retour sur investissement. Parce que c'est vrai que vous avez affiché en fait, une tarification qui est raisonnable, mais qui représente en fait un coût pour une entreprise. Je crois que vous passez de 100 €, 200 à 400. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu plus du retour sur investissement, potentiellement que que les entreprises peuvent espérer avoir? Le retour sur investissement dans le domaine de l'IA, ça peut être des chiffres vraiment qui dépassent l'entendement. Je pense notamment à une mission dans laquelle j'étais, qui était d'automatiser de la génération de contenu pour un centre de formation. D'accord. Donc un centre de formation, il faut qu'elle paye un formateur pour générer les cours, pour produire les cours. Donc ça va prendre plusieurs mois. Il faut payer le formateur sur toute cette période. Alors qu'avec le process qu'on a mis en place, donc en fait c'est toute une pipeline de traitement de données. Donc avec des instructions sur des sciences neurologiques par rapport à la pédagogie. Donc comment bien générer un cours, faire des vidéos pas plus de 5 minutes pour la rétention, ce genre de règles. Donc en fait on donne toutes ces instructions à l'IA, elle génère le cours, elle génère les vidéos, etc., les scripts, tout. Et finalement, un cours qu'on prenait traditionnellement 6 mois à faire, ça prend maintenant une semaine avec la review humaine, humaine évidemment à faire, parce que quand une IA génère quelque chose, il faut toujours vérifier derrière. Donc on passe de 6 mois à une semaine, c'est un rendement qui est absolument hallucinant. Du jamais vu. Il n'y a pas aussi que dans la formation, il y a plusieurs autres domaines. D'ailleurs, pour Hunter.ia, je fais la transition. Pour Hunter.ia, classiquement, pour un commercial, juste la tâche manuelle d'aller chercher sur Google les avis, lister sur LinkedIn, taper les messages, etc. On est limité humainement au volume. Et là, avec Hunter.ia, ça décuple complètement les possibilités et les rendements. Du coup, qu'est-ce que fait concrètement en fait, Hunter.ia en fait, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? Est-ce que tu peux donner plus en détail ce que produit en fait l'outil? Alors, ce que produit en fait l'outil, comment il faut voir Hunter.ia? Hunter.ia vous rapporte des leads. Il vous rapporte des leads. Donc en fait, là où l'IA intervient dans Hunter.ia, c'est sur la rédaction des messages, l'analyse des signaux. Donc à l'analyse si un signal est pertinent ou non. Rédaction des messages. Elle peut créer des pipelines. L'IA intervient aussi dans les séquences de prospection. Elle va construire les briques. Donc je visite ce profil à telle date, je lui envoie tel message. Ensuite, s'il ne répond pas, je lui fais une relance par mail. Elle intervient aussi dans l'enrichissement des données. Donc où trouver les mails, les profils LinkedIn, les numéros de téléphone aussi. D'accord. Elle intervient à plusieurs stades de l'outil. D'accord, ok, ça marche. Et comment en fait le dirigeant en fait a accès aux informations? Est-ce qu'il y a un espace
dirigeants pour qu'ils puissent avoir accès en fait à l'outil pour voir comment ça fonctionne ou Oui, alors ça fonctionne comme une application traditionnelle, hein. D'accord. Donc on s'inscrit, on a son compte, ses identifiants, et tout est protégé dans son propre compte. Donc il n'y a pas de fuite de données, etc. Ok. Et Comme- au niveau de, il y a un tableau de bord. Oui, c'est ça. Alors il y a un tableau de bord, on peut voir ses messages, on peut voir ses séquences, on peut voir les signaux d'intention. Donc tout est bien organisé comme une application traditionnelle, hein, au final, en SaaS. D'accord. Et le dirigeant en fait peut lui-même apporter des modifications par rapport en fait à l'outil. Ah oui, il a un total contrôle sur Ouais, l'outil. c'est fou. Il peut même synchroniser son propre CRM. Donc, admettons qu'il a des contacts dans son CRM, il peut les importer dans Hunteria et déclencher des enrichissements. Donc s'il n'a pas le mail, l'outil Hunteria va trouver les mails. Il peut les inscrire dans des séquences de prospection. Donc ça déclenche des séquences automatisées pour prospecter ses clients. Ouais. Et il y a pas mal d'outils. Ouais. Il peut même monitorer son... Parce qu'en fait, Hunteria, c'est aussi un... Donc la vision qu'on a pour Hunteria, c'est que ce soit un agent IA au final. Que ce soit seulement un agent IA. Oui, d'accord. Donc il peut même contrôler son agent IA. Donc par exemple, il peut mettre l'outil en mode manuel. Donc avant que l'outil fasse quelque chose, ça demande l'approbation de l'utilisateur. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et au fur et à mesure que l'utilisateur a confiance à l'outil, elle peut le laisser en totale autonomie. Ah, d'accord. Donc c'est dire que c'est l'utilisateur qui détermine le degré d'autonomie de l'outil. Exactement. Donc en fait, c'est progressif. C'est progressif. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Et au niveau du CRM, Oui. comment ça fonctionne en fait? Il y a une clé API qui connecte au CRM en fait du dirigeant en question. Alors c'est ça, oui. Dans Hunteria, en fait, on a intégré ce qu'on appelle des connecteurs. Ouais, d'accord. En fait, on a... Ah oui, des MCP en question. Alors c'est pas des MCP, Ah, c'est pas des MCP. c'est des API. Ah, c'est des API directement. Oui. D'accord. Des API. En fait, c'est ça. On a dans l'application, on a une partie paramètres, mes connecteurs. On connecte son HubSpot ou son Salesforce Salesforce. par rapport à son CRM et ça synchronise automatiquement. D'accord. Voilà. Ok. Super. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus d'ailleurs sur tout ce qui est retour sur investissement? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte, et ça, je me suis rendu compte même à titre personnel, la partie administrative en tant que sales, elle représente au moins 2/3 du temps. Qu'est-ce qu'on fait dans cette partie administrative? On va faire de la saisie sur CRM, on va rechercher les informations, qui sont, quelle est notre cible, qui sont les décideurs de ces entreprises-là, quels sont leurs profils LinkedIn, comment on va les appeler, quels sont leurs mails. Et en fait, toute cette partie-là, comme je l'ai dit, elle représente au moins 2/3 du temps. Donc Hunteria est là aussi pour faire gagner du coup du temps au commercial, en tout cas à l'utilisateur de cette solution-là. Il va réduire drastiquement quand même ces 2/3 d'administratif. Et donc le ROI, il est sur le gain de temps, mais il est aussi du coup, il y a aussi un ROI argent, c'est-à-dire que grâce à Hunteria, on va acquérir plus de clients. Et du coup, on a remarqué là sur les utilisateurs, les premiers utilisateurs, qu'on est à peu près à 2-3 contrats signés par mois, en plus de ce qu'ils avaient déjà, grâce à notre solution. Donc c'est quand même pas mal, surtout sur des produits ou des services à forte valeur ajoutée. Mais oui, mettons tu es sur une formation à 1600 €. C'est ça, Mettons exactement. Que tu vends, si tu gagnes 3 à 4 de plus par mois, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. 5-6 000 €, tu fais à la fin d'année 60 000 € de résultat net en plus. Voilà, exactement. Donc c'est quand même pas mal, sachant que la solution, pour même un formateur, ça coûterait à peu près 200 € par mois. Oui, d'accord. Donc si on fait le ROI, ouais, on est pas mal, effectivement. Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de LinkedIn Sales Navigator? Bien sûr. Alors nous, du coup, on a des connecteurs pour se permettre de connecter à LinkedIn, pour aller rechercher les bons profils et pour pouvoir déclencher des séquences de prospection, mais on n'utilise pas la fonction LinkedIn Sales Navigator. Donc notre utilisateur n'est pas obligé d'avoir l'abonnement Sales Navigator pour utiliser notre solution. Moi, j'utilise à titre personnel, ça me permet de faire mes listes de prospection, enfin d'ajouter en fait du contenu. Mais ce qui est le plus fascinant, j'ai envie de dire, c'est que on utilise notre propre outil Hunteria pour acquérir des clients du coup. Et donc on a aussi quand même une efficacité commerciale. Là, on vient de recruter deux commerciaux, un dans le sud de la France et un dans le nord de la France, qui va couvrir le sud et le nord. Et moi, je chapeaute un peu les deux et je fais aussi de la prospection parce que j'aime ça au final. Je l'ai fait pendant plus d'une dizaine d'années et je pense être bon dans ce domaine-là. Donc, je continue de le faire. Et j'ai vu la différence au final en utilisant Hunteria par rapport à mes précédentes boîtes. Et comme je le disais, mes précédentes boîtes, c'était quand même des grands groupes.
Et j'étais pas aussi bien outillé que je le suis aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit que 4 dans l'entreprise. D'accord. Donc c'est bien, déjà, 2 recrutements supplémentaires. C'est déjà pas mal, ouais, effectivement. Ok. Et donc là, on est vraiment en phase d'expansion, on va dire, au niveau commercial. Et on se permet de recruter des commerciaux dès le début, parce qu'on sait au final que notre outil, qu'il faut aller vite. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de concurrence? Oui, absolument. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un peu partout et nulle part. Moi, je sais que je travaille pas mal avec certaines entreprises aujourd'hui, dans le domaine, en fait, pas de l'inventation de l'IA, mais surtout de la sensibilisation. Et ils expliquent qu'ils ont un petit peu peur aujourd'hui, les entreprises. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver forcément les bons contacts ou autres. Est-ce que toi, tu pourrais me dire si tu as authentifié des concurrents dans votre secteur d'activité? Et qu'est-ce qui fait qu'on ferait plus appel à Hunter.IA plutôt qu'à l'un de vos concurrents? Ok. Alors oui, évidemment, on a des concurrents. Alors ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est plutôt bon signe hein, qu'on ait des concurrents, donc c'est que la demande est là. Donc, parmi les plus gros concurrents qu'on a, on a Apollo, on a, je pense à Clay. Donc, eux, c'est plutôt des acteurs à l'international. D'accord. On a aussi des outils qui sont très connus comme la grosse machine, Lemlist. Mais en fait, la particularité, c'est que chacun chacun répond à un besoin en particulier. Par exemple, Lemlist va fournir les contacts, des contacts qui font une prospection automatisée. Pareil pour la grosse machine, mais on va dire qu'il n'y en a aucun qui réunit vraiment toutes les briques de la pipeline de prospection. Ouais. Donc en fait, si on part du signal d'intention jusqu'à la prospection automatisée, bah il y a pas trop d'outils qui font ça. Et parmi les gros que j'ai mentionnés, Apollo ou Clay, bah ils sont pas spécialisés pour le marché français. Ah oui, d'accord, ok. En fait, nous on a des signaux d'intention, mais spécifiques au marché français. Ouais, donc ils sont pas RGPD finalement. Non, pas du tout. Et c'est ça qui fait notre particularité. On se concentre vraiment sur le marché français. C'est qu'on fournit toutes les briques qu'un commercial aurait eu besoin d'empiler en allant à droite, à gauche, un abonnement par-ci, un abonnement par-là. Avec Hunter.IA, on n'a pas besoin, on a tout rassemblé en un seul outil. Ok. Donc moi, en fait, je vous donne un exemple me concernant. Ça, c'est important. Parce que je pourrais devenir très bien client Hunter.IA, parce que bon, aujourd'hui, je fais beaucoup de B2B. Oui. Voilà. Et j'ai pas d'outils pour l'instant, en fait, de prospection autre que ma 1 et mon couteau. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ma force et mon courage. C'est ça. Voilà. Du coup, moi, la question que je me posais, c'est voilà, aujourd'hui, admettons, moi, je fais des formations de formateurs. Okay. Voilà, je forme des formateurs. Et dans le cadre de la formation de formateurs, par exemple, comment tu pourrais me vendre en fait ton produit? Alors, avec Hunter.IA, justement, on a un signal d'intention qui est le code NAF. Donc en fait, l'outil détecte les codes NAF des entreprises en France. Nickel. Donc il suffit simplement de correspondre le code NAF au formateur. Ouais, 8559A. Voilà, c'est ça. Organisme de formation. Ensuite, une fois qu'on a le listing de toutes les entreprises qui sont formateurs ou auto-entrepreneurs, on va enrichir ces entreprises en détectant les contacts. En fait, l'outil va capter les contacts, elle va enrichir. Donc enrichir, c'est capter les emails, les numéros de téléphone et les profils LinkedIn. Et ensuite, il y a une particularité aussi qui m'intéresse, c'est qu'elle comprend en fait le business du client. Donc on peut lui fournir des documents, des pitchs, etc. Donc l'outil en fait sait ce que tu vends. Donc lorsqu'elle va prospecter les clients, elle aura tout le contexte, elle va formuler l'offre, les messages, etc. Et voilà comment l'outil pourrait t'aider. Ouais, et puis du coup, je peux choisir une zone géographique. Mettons, si je veux viser le Havre. Oui, il y a des filtres. Ouais, je peux mettre des filtres, etc. Oui, il y a des filtres. Ok, voilà. Super, intéressant. Donc, on va faire un test, on va voir ce que ça donne. On verra. Est-ce que votre offre, il y a un engagement particulier? Alors non, il n'y a pas d'engagement particulier. On peut se désinscrire à tout moment, comme la plupart des outils. Donc c'est un abonnement mensuel. Et si on se désabonne pendant le mois courant, l'accès à l'outil continue jusqu'à la fin du mois. D'accord. Et vous avez une newsletter par rapport à ça? C'est en cours de développement. Ok. Donc là, c'est en cours d'implémentation et on va mettre ça en place. Ok, ça marche.
Donc vous avez déjà un CRM existant ou par rapport à votre activité? Oui, nous en interne, on utilise HubSpot. HubSpot? Ouais, en interne. D'accord, ok, super. Mm. À aujourd'hui, est-ce que vous proposez des solutions d'accompagnement en fait aux entreprises pour Bien sûr. l'utilisation de l'outil ou autre? Alors effectivement, donc du coup, nous, on a l'abonnement mensuel, mais on propose aussi des accompagnements. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande notamment à plusieurs structures qui travaillent avec nous, parce qu'ils n'ont pas forcément les outils nécessaires dans le domaine commercial pour être performants. Donc cet accompagnement, au final, il s'effectue vraiment sur la stratégie commerciale de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place derrière pour acquérir encore plus de clients et surtout pour les garder, ces clients-là. Donc du coup, on propose vraiment un accompagnement et notamment sur l'outil Hunteria pour définir les bons messages, quels messages on envoie, à quel moment. Alors c'est vrai qu'on ne s'improvise pas vendeur, hein, et donc du coup, on doit être formé notamment sur cette partie-là. Et donc la plupart de nos clients ont du budget Opco ou AGFIS, et donc du coup, on peut récupérer ce budget-là pour les accompagner sur ces sujets. D'accord, donc là, Hunteria est en cours d'acquisition de la certification Calliope? Exactement, ouais. Donc du coup, on travaille dessus. Pareil, ça c'est un sujet en cours. Ouais. Mais pour l'instant, du coup, on passe par des organismes de formation agréés, certifiés, pour pouvoir justement proposer cette formation-là. D'accord, très bien, super, ça marche. Bon ben, merci pour... Merci à toi, Baudry, pour l'invitation. J'espère qu'on aura éclairci un peu ce sujet-là. Et puis au plaisir même d'en faire d'autres, avec plaisir.